Écoutez, on est ravis. Alors, je dis on parce que je suis accompagné de Marie Favergeon-Giverneau qui nous aide beaucoup à la Mille-des-Cas puisqu'elle est référente de l'action territoriale et en particulier en direction des maires, des présidents de collectivités diverses et variées. Mais j'y reviendrai, c'est une de nos principales actions, c'est d'essayer de vous fournir des réponses et peut-être un peu d'outillage aussi pour tenter de répondre à ces enjeux importants que sont les conduites addictives, les drogues, les addictions à l'échelle de vos territoires. Et on a vraiment besoin de vous pour que les choses avancent. Et je vais essayer de vous dire un petit peu quelle est ma vision de ces problèmes aujourd'hui, d'essayer de le rattacher au contexte francilien, bien entendu, et puis de voir dégrainer avec vous, peut-être dans un format qui, je l'espère, sera un peu interactif. N'hésitez pas à nous poser des questions ou à nous faire part de témoignages dans une seconde partie, vous faire part un peu voilà, des solutions qu'on peut essayer de monter ensemble. Et je suis vraiment content qu'on puisse en échanger parce que l'expérience qu'on en a à la Mille-des-Cas, c'est sur les drogues, les conduites addictives, les addictions. C'est vraiment au départ un problème de représentation de chacun. En fait, c'est un sujet de société sur lequel chacun a volontiers une opinion, une information à partager. Et très souvent, on s'éloigne un peu dans ces courants de la réalité scientifique, de ce qui fait une addiction, de ce qui fait aujourd'hui la gravité de ces questions-là, leur importance et la manière finalement de les combattre, tant sur le volet sanitaire que sécuritaire. Et tout ça va assez ensemble en réalité. Donc je vais essayer voilà, de combattre un peu quelques idées reçues avec vous, d'essayer d'éclairer quelques points voilà, à la fois de la réalité des phénomènes et de leurs conséquences. Et puis on verra ce qu'on peut faire, encore une fois, plutôt dans un partenariat constructif ensemble. Alors, c'est compliqué de trouver au départ une définition un peu de ce qui nous occupe. On va dire que nous, à la Mille-des-Cas, en tout cas, mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui est un petit service placé auprès du Premier ministre et qui vise à coordonner l'action publique autour de ces questions, c'est-à-dire ne pas opposer la prévention, la répression, ne pas opposer l'accès aux soins, l'éducation, ne pas opposer la communication et puis la réduction des risques, par exemple. Enfin, tout, pour se mobiliser ensemble, on a besoin tout de même de partir de définitions un petit peu partagées. En gros, nous, va chercher à s'occuper, et ce sera l'objet de mon propos aujourd'hui, de tous ces comportements ou tous ces produits qu'on utilise souvent de manière très quotidienne et qui peuvent, par un usage qui dérape chez l'individu, entraîner ce qu'on appelle une addiction. L'addiction, au bout du bout, c'est une maladie. C'est une maladie chronique, récidivante, dont il est assez difficile de se débarrasser en réalité, avec des traitements qui sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre, plus ou moins efficaces. Ça, c'est le médecin qui vous parle, mais croyez-moi, c'est compliqué qu'on soit addict au tabac, à l'héroïne ou à quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je veux beaucoup parler de prévention pour éviter qu'on arrive trop tard, après la bataille, si je veux dire, et en même temps, c'est certainement au travers de vos solutions d'élus locaux sur le champ de la prévention que vous avez une action à mener. Prévention, on le verra, qui va concerner à la fois l'offre et la demande de produits, c'est-à-dire à la fois parce qu'il faut considérer tout cela comme un marché entre des offreurs de produits légaux ou des offreurs de produits illégaux, s'agissant du trafic, et puis des demandeurs, des clients, qui sont ceux qui se procurent ces produits. Donc, on verra ensemble comment agir sur ces deux plans. Donc, tous ces produits, tous ces comportements ont effectivement cette faculté à un moment de vous faire perdre pied dans la consommation. Et quelle que soit votre connaissance finalement du risque que vous prenez, du risque que vous faites finalement prendre aux autres, vous n'arrivez pas à maîtriser cette consommation. Donc, qui vous disent aujourd'hui, par exemple, qui convoquent la notion de liberté individuelle pour justifier de la consommation de produits, je trouve se trompent un petit peu, puisque en réalité, quand on est addict, on est souvent extrêmement loin de sa propre liberté, on aliène sa liberté, et c'est tout sauf une expression de liberté que de devenir dépendant à une substance ou à un comportement.
Voilà pour le cadre un petit peu général. Alors, quand on rentre un peu dans le détail, finalement, ces produits, ces comportements qui présentent ces risques-là pour l'individu et pour la société, pour la communauté, vont de produits légaux extrêmement connus et diffusés dans notre pays depuis des décennies, le tabac et l'alcool, jusqu'à des nouveaux comportements, entre guillemets, qui reposent essentiellement sur des usages numériques aujourd'hui. C'est les jeux de hasard et d'argent. Songez aujourd'hui, là, la Coupe du Monde de football s'est ouverte ces derniers jours, que les opérateurs de jeux d'argent et de paris sportifs ont dépensé en marketing sur le premier semestre de l'année 785 millions d'euros pour attirer des nouveaux joueurs et finalement les inciter à jouer toujours un petit peu plus. Donc on voit bien là aussi une sorte de dérive sous l'influence de stratégies commerciales qui sont importantes, mais qui font d'ailleurs le parallèle avec finalement l'industrie du tabac, avec l'industrie de l'alcool, etc. Donc on a des produits qu'on connaît bien, très traditionnels, des nouveaux usages, jeux d'argent, les réseaux sociaux naturellement, le jeu vidéo, qui n'est pas sans risque pour nos enfants. Et puis, vous avez au milieu ce vaste ensemble des produits, alors plutôt interdits, on va dire, là, c'est les produits stupéfiants ou éventuellement le protoxyde d'azote. On y reviendra parce que je sais que c'est quelque chose qui vous préoccupe particulièrement. Si on fait une petite photographie aujourd'hui des niveaux de consommation dans la population générale en France de ces différents produits et des différents risques qu'ils représentent. Le produit qui reste historiquement le plus consommé en France, ça reste évidemment le tabac. Le tabac, vous avez en France, même si les derniers chiffres sont plutôt à la baisse, il y a environ 20% de la population, 20-25% de la population qui fume tous les jours du tabac. Et nous payons un tribut considérable à cette addiction qui est parmi les plus fortes. Pardonnez-moi, mais très souvent aujourd'hui dans la presse, on va effectivement, ou dans les conversations quotidiennes qu'on peut avoir, on va à juste titre parler de la vague de la cocaïne, on va à juste titre parler de toutes les bonbonnes de protoxyde d'azote qui jonchent les trottoirs de vos villes, de vos collectivités. Mais le tabac, c'est quand même près de 70 000 morts chaque année en France, directement liés à cette consommation. Et c'est un coût social pour le pays, coût social quand on met ensemble tout ce que le tabac va coûter en termes de productivité, en termes de décès précoces, etc. C'est un coût social qui est estimé à plus de 100 milliards d'euros par an, 100 milliards, moi je dis bien, pour la France. Donc c'est considérable le poids épidémiologique, économique, en perte de productivité de ce premier produit, qui est un produit avec lequel on vit finalement collectivement assez bien encore, voilà, avec des buralistes qui sont au cœur de nos villes et villages. Mais il faut savoir que c'est un poids, encore une fois, massif et que c'est probablement la substance la plus addictive. C'est-à-dire que quand vous commencez un tabagisme aux alentours de 12-15 ans, la probabilité que vous soyez vraiment accro à ce produit est une des plus fortes qu'on peut observer dans le champ des addictions. Le deuxième produit massif, majeur, qui a un impact fort à la fois sur la santé et la sécurité, c'est l'alcool. Alors, loin de moi l'idée d'être un prohibitionniste qui interdirait, qui voudra interdire tout ce qui peut être à la fois festif et culturel, relationnel autour de la consommation d'alcool, mais force est de constater qu'en France, ce sont plus de 40 000 personnes qui meurent chaque année des conséquences de la consommation d'alcool, avec un coût social là aussi qui est estimé à 100 milliards d'euros. Et la particularité par rapport au tabac, c'est que l'alcool est très impliqué dans les violences du quotidien. Et ça, vous l'observez très probablement en tant qu'élu, quand on parle de violences du quotidien, de violences de rue, de violences intrafamiliales, de violences sexuelles et sexistes dans notre société qui heureusement se réveille sur ce sujet, on a l'alcool qui vient en tête de gondole, si j'ose dire, des cofacteurs extrêmement importants de cette question des violences du quotidien. Ensuite, on a les produits stupéfiants. Et les produits stupéfiants, loin de moi l'idée de les banaliser. Je pense qu'on a souffert pendant des dizaines d'années d'une banalisation de la consommation de cannabis et qu'on se retrouve aujourd'hui très embêté avec un produit qui est plus dosé qu'avant,
qui est plus délétère pour le cerveau, en particulier des plus jeunes, et qui a été finalement admis comme une sorte de drogue douce, entre guillemets, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien les conséquences de ce produit, en particulier chez les plus jeunes, sur la maturation cérébrale. Et la maturation cérébrale, ça va jusqu'à 25 ans, et que ce produit-là entraîne très rapidement des troubles de la relation sociale, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, et que cannabis et jeunesse font assez mauvais ménage en réalité pour réussir ses études, réussir son insertion dans une société qui est la nôtre. Et moi, je lutte depuis très longtemps maintenant pour qu'on essaie de dénormaliser cette consommation qui s'est trop installée, puisqu'on a, parmi les drogues illicites, évidemment, c'est celle-là qui tient le haut du pavé avec un chiffre, 900 000 consommateurs quotidiens en France. C'est tout à fait considérable. La bonne nouvelle concernant ces trois premiers produits, tabac, alcool et cannabis, c'est que, et ça je combat aussi l'idée reçue, alors que la presse nous raconte en permanence que tout va plus mal dans ce pays, s'agissant de ces consommations-là, elles sont à la baisse chez les jeunes en dessous de l'âge de 17-18 ans. C'est très important, ça veut dire que ça nous donne quand même un peu de cœur à l'ouvrage s'agissant de la prévention. On sait faire de la prévention, en particulier en milieu scolaire, et il reste bien sûr des tas de consommateurs, il y en a toujours trop, mais sachez que nous avons divisé collectivement, hein, ce n'est pas simplement le gouvernement, par 4 la consommation de cannabis chez les mineurs depuis environ 12 à 15 ans. Par 4, c'est considérable et nous sommes devenus, alors que nous étions les pires de la classe européenne il y a quelques années, nous sommes désormais parmi le tiers des États de l'Union européenne où les jeunes consomment le moins de cannabis et, d'une certaine manière, le moins de tabac. Donc, ça, il faut quand même se rappeler qu'il y a des choses positives dans ce domaine. En population générale, on a plutôt une consommation de cannabis qui est stable, voire qui est légèrement à la baisse, et surtout un âge des consommateurs qui augmente. Le cannabis, pour faire un peu schématique et être caricatural, c'est une drogue de boomer en réalité. C'est une vieille drogue. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup moins les jeunes. D'abord parce que les jeunes aiment moins fumer. Tout ce qui se fume est moins populaire, et tant mieux. Et puis ce genre d'effet, vous savez, un petit peu plutôt relaxant, qui vous met un peu dans les vapes, etc., ce n'est pas quelque chose que les jeunes aujourd'hui recherchent particulièrement, même s'il en reste encore une fois beaucoup trop qui consomment. Le sujet aujourd'hui est plutôt sur un autre type de drogue interdite, un autre type de stupéfiant, c'est la question des drogues dites stimulantes. Et le chef de file de ces drogues stimulantes qui a le vent en poupe, c'est la cocaïne. Ça, il y en a partout. Il y en a partout dans vos territoires. Il y en a partout dans tous les recoins des territoires français. Il y en a partout dans toutes les classes sociales. Et ça, c'est un véritable poison. On avait auparavant une consommation de cocaïne, je dis auparavant, il y a 5-10 ans, qui était quand même très centrée sur les centres urbains, avec des populations qui avaient plutôt les moyens de s'offrir cette drogue dite de riches. Aujourd'hui, le prix a baissé, la pureté a augmenté dans les échantillons, et on peut s'acheter aux alentours de 50 €, 1 gramme qu'on peut partager avec des copains. Et malheureusement, c'est un type d'effet qui a aujourd'hui rencontré une demande de la part d'un public extrêmement varié, des étudiants, des gens qui travaillent dans la restauration, des gens qui travaillent dans le transport, des gens qui travaillent dans le bâtiment, etc., etc., qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, considèrent cette cocaïne comme un booster, comme une drogue stimulante, qui va leur donner des performances supérieures au travail, en contexte sexuel, en contexte festif. Et cette appétence du public pour ce type de drogue a rencontré une offre, pour ça qu'on parle beaucoup de narcotrafic en ce moment, une offre qui s'est structurée, qui est devenue de plus en plus violente pour écouler ces produits, une production mondiale qui est record aujourd'hui dans les 3-4 pays, on va les citer parce que ça vient quand même de là-bas, la Colombie, la Bolivie, le Pérou et l'Équateur, qui ont atteint des productions de l'ordre de 4000, probablement même 4500 tonnes par an, avec une grande voie de transport qui s'opère au travers d'ailleurs de nos territoires antillais également, par l'Atlantique, pour arriver sur les ports et les aéroports européens.
C'est vraiment un problème, la cocaïne. Pourquoi? Parce que c'est l'illusion de cette toute-puissance qui est donnée aux personnes, alors que, en réalité, c'est une substance très addictive. On est dépendant assez rapidement à la cocaïne. On n'a pas de traitement très efficace. Je le disais d'une manière générale tout à l'heure, mais la cocaïne en particulier et les drogues stimulantes qui lui ressemblent ne sont pas faciles à traiter. C'est un gros motif d'accidents cardiaques et d'accidents neurocardiovasculaires. Les passages aux urgences sont observés avec une montée tout à fait singulière ces dernières années par Santé publique France. Donc, on a tous les ingrédients de substances à haut risque pour notre population. Alors, heureusement, comme ça reste quand même un petit peu cher aujourd'hui, c'est pas encore très consommé par les plus jeunes, voire presque pas. Mais la tranche d'âge qui nous préoccupe, c'est les 18-25 ans. Et je vous dis tout de suite, un des publics auxquels on a à faire face ensemble aujourd'hui, globalement dans le champ des conduites addictives, c'est vraiment cette tranche d'âge-là qui a accès à ce type de produit, soit parce qu'elle a son premier emploi, donc un peu de pouvoir d'achat, soit parce qu'elle manque de cadre, elle a quitté le foyer familial et elle se retrouve dans un campus universitaire un peu isolé, voilà, avec un effet d'entraînement assez normal, hein, de fête, etc. Mais c'est vraiment les 18-25 ans qui sont aujourd'hui, au travers de cet exemple singulier que je vous donne, notre public vraiment prioritaire. Je vous le disais, il y a la cocaïne et puis il y a plein de produits autour. Alors, c'est ce qu'on appelle les drogues de synthèse, l'ecstasy, la MDMA, les méthamphétamines, l'amphétamine, des produits aussi qui ont une particularité d'usage dans ce qu'on appelle le chemsex, c'est-à-dire des sessions sexuelles organisées avec consommation de produits, on pense aux catinones et autres, qui sont des véritables sujets euh, de santé publique. Alors, un peu de niche sans doute, ici ou là, selon les territoires, mais néanmoins qui posent des véritables problèmes avec des risques assez forts. Donc là, aujourd'hui, on a un vrai sujet avec ces produits-là aussi. Des jeunes qui, quand ils sont interrogés, des jeunes, encore une fois, plutôt la tranche d'âge 18-30, hein, qui sont interrogés sur le fait de savoir vraiment ce qu'ils consomment dans une fête, quand on leur donne une petite pilule jaune, rose ou verte, sont pas très intéressés à ça. Ce qui les intéresse, c'est l'effet, c'est la confiance dans le camarade qui va leur donner ça. Et on est vraiment aujourd'hui dans une vigilance tout à fait singulière avec ces produits-là. Je dis un mot du protoxyde d'azote qui n'est pas un stupéfiant parce qu'il n'est pas classé au sens strict sur la liste des produits stupéfiants, mais vous l'avez tous vu, c'est un produit qui a le vent en poupe un peu partout. Ça a commencé dans le Nord il y a une dizaine d'années, ça s'est étendu sur tout le territoire. Au début, je pense qu'on pouvait parler d'un usage détourné de protoxyde d'azote, c'était des petites cartouches pour faire de la chantilly. Désormais, on est plus proche de ce que j'appellerais moi un trafic avec un accès en ligne. En fait, on commande par Internet ces grosses bonbonnes pour en faire un produit de convivialité dans un petit ou un grand groupe. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux pour les plus jeunes en particulier. En Ile-de-France en particulier, c'est la première cause maintenant de neuropathie périphérique chez les jeunes, c'est-à-dire de maladie des nerfs, avec des jeunes qui ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus sentir leurs membres, qui vont avoir leur vie vraiment gâchée par ce produit-là. On est passé à un stade industriel avec des usines qui, dans l'Est de l'Europe en particulier, voilà, subviennent enfin, créer cette offre que les jeunes se procurent et les moins jeunes se procurent par Internet. Alors, il n'y a pas de recette miracle, mais le gouvernement en prend sa part. Dans le projet de loi Riposte, dont vous avez sans doute parlé, qui est en navette parlementaire aujourd'hui, on a un certain nombre de nouvelles mesures de régulation avec la possibilité, si le texte va au bout dans sa rédaction actuelle, d'une interdiction d'inhalation de ce type de produit en dehors des usages médicaux qui seront évidemment préservés, l'interdiction de port et de transport, des mesures nouvelles aussi concernant la conduite sous l'emprise de protoxyde d'azote. Donc, il y aura des mesures de régulation plus fortes, à l'instar de quelques pays européens qui ont procédé de cette manière-là. Ça ne nous exonère pas, nous, de continuer à communiquer sur les risques, à faire de la prévention de proximité et à traiter, comme il se doit malheureusement, les quelques personnes qui
les quelques personnes qui se chiffrent maintenant par milliers quand même, hein, qui doivent aller consulter rapidement, se faire aider pour des problèmes sérieux. Voilà le paysage un peu des produits. Alors sachez que l'Île-de-France est plutôt une région un peu favorisée par rapport à d'autres. Les consommations de tabac, d'alcool, de drogue sont plutôt inférieures ou égales, mais en tout cas sur tabac et alcool, vraiment inférieures à l'ensemble des autres régions. C'est plutôt une très bonne nouvelle, mais je trouve que ces résultats sont toujours extrêmement fragiles. On sait combien ce type d'effet peut être réversible. Donc il faut qu'on continue ensemble ce travail et ce combat extrêmement important. Le combat, il se perd, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, sur deux jambes, deux approches qui ne doivent plus être opposées. Il y a la répression, elle est très nécessaire. J'inclus dans la répression, j'allais dire l'application de la loi, parce que ça concerne aussi beaucoup de régulation de produits légaux. Pour faire simple, en gros, l'État va se charger, évidemment, se charge de ce qu'on appelle le haut du spectre du trafic. Il est hors de question de faire reposer ça sur les collectivités territoriales. Je crois que vous ne le réclamez pas d'ailleurs. Donc ça, c'est le boulot d'office tels que l'OFAS, plus récemment du Parquet national anticriminalité organisée, d'essayer de s'attaquer vraiment au réseau criminel. Il n'empêche qu'au quotidien, c'est aussi important de faire en sorte qu'un territoire soit exempt de points de deal, des points de deal les plus visibles, de ramener la sécurité dans un certain nombre de quartiers. Et ça se fait en coopération et en bonne intelligence, très probablement entre les services de l'État et le cas échéant, les polices municipales et vos services. On a d'autres sujets qui relèvent, me semble-t-il, encore plus directement de vos compétences, et ça concerne plutôt les produits licites. On parlait tout à l'heure de la vente d'alcool, enfin de l'alcool, du tabac, des jeux de hasard et d'argent. Ces produits-là sont interdits à la vente aux mineurs et on a encore trop de points de vente physiques où malheureusement ces questions sont traitées par-dessus la jambe. J'étais il y a quelques jours au Royaume-Uni. Je peux vous dire qu'on a un peu honte quand on voit les taux de respect de ces interdits qui protègent la vente aux mineurs. On est un des pays les pires dans le domaine. Quand un petit groupe d'amis, de camarades ne peut pas s'acheter une bouteille de vodka dans la première épicerie, il le peut souvent dans la deuxième. Et c'est pareil pour les paquets de cigarettes, c'est pareil pour les jeux à gratter ou les paris sportifs. Alors certes, il y a une exemplarité des parents, il y a une exemplarité de tous les adultes qui encadrent les enfants, mais de temps en temps, il faut aussi s'en prendre franchement aux vendeurs et arriver par des dispositions administratives à prononcer des fermetures, à constater les infractions. Et ça reste pour moi un des combats importants pour qu'enfin, j'allais dire, notre territoire apparaisse un peu civilisé au regard de ces devoirs et libertés de base que sont le fait de ne pas vendre des produits dangereux à des mineurs. Ça, c'est pour la première jambe, on va dire plutôt régalienne. Et puis la deuxième jambe, c'est évidemment tout ce qui va être plutôt la prévention, l'accompagnement. On tient à votre disposition, Marie pourra en reparler, mais un certain nombre de petites campagnes, de supports d'information et de prévention qu'on a essayé de décliner pour tous les produits dont je vous ai parlé. Ça ne va pas au bout de toute l'inventivité que vos services pourraient avoir pour actualiser, j'allais dire, ce type d'information en fonction des contextes qui sont les vôtres. Moi, je crois à la répétition quand même de l'information sur les risques. Je pense que c'est extrêmement important de rappeler aux jeunes aujourd'hui, de rappeler à leurs parents, de rappeler aux éducateurs sportifs, de rappeler aux enseignants même que le cannabis, c'est pas une drogue douce, que le tabac est la drogue la plus addictive, que les consommations précoces d'alcool font quasiment des trous dans le cerveau des plus jeunes, que l'alcool, c'est à la fois la fête, mais c'est aussi le viol quelquefois. Ces choses-là, il faut en parler. Il faut briser le tabou, il faut en parler d'une même voix. C'est pour ça qu'il faut, et notre échange, je pense, en témoigne, arriver à parler avec les mêmes référentiels, abandonner ce que je vous disais au tout début de mon intervention, nos excès de représentation, nos idées reçues, et parler d'une même voix sur les risques sans les maximiser. Ce n'est pas la peine d'être excessif pour être crédible, mais en essayant de rappeler vraiment les fondamentaux
de ce que sont ces produits et de rappeler, pardonnez-moi, mais j'enfonce peut-être une porte ouverte pour vous, mais que en rien ce n'est une solution pour les personnes les plus fragiles. Très souvent, on nous renvoie, oui, mais alors les gens souffrent tellement dans notre pays que ben voilà, c'est un échappatoire. C'est sans doute une partie de la motivation pour une partie des personnes. Mais il faut arriver quand même à convaincre chacun que quand vous avez déjà des problèmes dans l'existence, qu'ils soient éducatifs, qu'ils soient financiers, qu'ils soient de nature sociale ou autre, familiale, se lancer dans ce type de consommation, c'est en général, c'est la double peine, la triple peine. Ça aggrave tout. Ça aggrave en particulier la santé mentale. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais le tabac, par exemple, n'est pas une substance anxiolytique, n'est pas une substance antidépresseur. C'est une substance qui crée de la dépression, qui crée de l'anxiété. Et on a souvent ce dialogue avec les autorités qui s'occupent de l'administration pénitentiaire, ou pour vous donner un exemple caricatural, mais on laisse les gens fumer dans les prisons en pensant que ça achète une forme de paix sociale. En réalité, aujourd'hui, on a toute raison de penser que ça aggrave au contraire un certain nombre de tensions. Mais loin de moi l'idée de faire un parallèle entre les communautés à la tête desquelles vous officiez et le milieu pénitentiaire, mais c'est juste pour vous dire que ça fait partie de ces combats, de ces messages et du combat, pardon, pour rappeler des messages aussi simples que cela. Rappelons donc ces risques, n'exagérons pas, mais ne banalisons pas tout ça. Au-delà de cette question de l'information sur les risques, on a des programmes qui fonctionnent bien. Et je disais tout à l'heure que, notamment en milieu scolaire, on a quand même plutôt des bons résultats. On a des problèmes de renforcement des compétences psychosociales, et ça reste pour moi un peu la base de la prévention en direction des plus jeunes. En gros, quand vous travaillez avec des plus jeunes et que vous avez le souci de renforcer l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, renforcer l'esprit critique qu'ils peuvent avoir, leur capacité à dire non, à être bien dans un groupe, mais tout en étant eux-mêmes, sans se conformer trop au groupe. Et c'est en ça que c'est là-dessus que travaillent les fameux programmes de renforcement des compétences psychosociales. Vous avez là vraiment des effets très puissants, à la fois sur la santé mentale, la capacité à suivre les études, et puis à éviter toutes ces conduites à risque. Donc ça reste pour nous vraiment très, 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 très important pour lutter contre les consommations précoces de tabac, d'alcool, de protoxyde d'azote. Voilà schématiquement hein, les grandes lignes d'action qu'on pense utiles. Alors, on développe, nous, pour vous, si j'ose dire, un certain nombre d'outils, et Marie en particulier, qui est là, le fait avec toute l'équipe et pourra en parler plus en détail que moi. Bon, on a publié cette année la 3e édition du guide du maire face aux drogues et aux conduites addictives. C'est un guide qu'on a fait en partenariat depuis 3 éditions donc avec l'Association des maires de France, que vous trouverez en téléchargement sur notre site. C'est un livre qui se veut assez pragmatique et en même temps assez complet pour vous donner des clés à la fois de compréhension et d'action, surtout le champ de les balayer devant vous extrêmement rapidement. On a régulièrement également des appels à projets nationaux, mais les préfectures ont aussi des appels à projets en direction des collectivités pour essayer, ou des collectivités du monde, enfin des personnes qui peuvent travailler dans le champ de la prévention notamment. L'idée est vraiment de vous donner un peu, au travers de quelques moyens supplémentaires, des marges de manœuvre pour travailler en fonction de votre contexte, que nous connaissons naturellement bien moins que vous. Nous, on peut donner un peu de méthodologie d'intervention qui a encore fait ses preuves ici et là. Et en particulier, voilà 2 ans que nous avons adressé des appels à projets sur un sujet alors, qui est de la prévention, mais qui n'est pas de la prévention de la consommation, qui est de la prévention de la criminalité, si j'ose dire. C'est la prévention de l'entrée dans les trafics des plus jeunes, des mineurs en particulier. Ce sont des programmes qu'on appelle LIMITS, limiter l'implication des mineurs dans les trafics de stupéfiants. Voilà, on a quelques collectivités d'Île-de-France qui sont bénéficiaires. On en a à peu près 35 en France entière. C'est une des solutions parmi d'autres à la question du narcotrafic aujourd'hui, c'est d'essayer d'aider les jeunes à ne pas tomber dedans. Voilà. C'est difficile, mais c'est un exemple de ce que l'on peut faire avec vous
à l'occasion de ces appels à projets. Et d'une manière générale, je le redis, mais les préfets sont pour nous les relais de notre politique, hein, puisque ce n'est pas la politique de la MINDECA, c'est la politique du gouvernement en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Évidemment, les chefs de projet MINDECA dans les territoires sont les directeurs de cabinet des préfets. N'hésitez pas à aller vers eux, qui nous relaient de temps en temps aussi vos préoccupations. Voilà. Que vous dire d'autre voilà, il y aura tout au long de l'année sans doute des nouvelles mesures à nouveau en matière de lutte contre le trafic, parce que c'est une actualité brûlante et faut qu'on soit tous sur ce sujet-là. Mais encore une fois, je voudrais retenir avec vous cette idée, si vous le permettez, d'un travail qui doit se mener sur les deux champs, et des champs qui ne s'opposent pas, qui sont complémentaires, le champ répressif, le champ du respect de la loi, et puis de l'autre côté, le champ de la prévention et de l'accompagnement vers le soin des personnes qui en ont besoin, parce que derrière tout ça, c'est quand même des trajectoires de vie qui sont très empêchées parce que on a une maladie chronique récidivante qui voilà, entraîne avec elle des tas de conséquences sanitaires fortes sur le plan somatique, sur le plan de la santé mentale, et fait perdre aux personnes leur liberté d'agir et d'agir ensemble dans la société. Voilà, je suis à dispo pour